Tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle on va parler de l'Olympique de Marseille. Forcément, je suis supporter de l'OM. J'ai jamais parlé encore de l'OM sur la chaîne, il me semble. J'ai beaucoup parlé du PSG, paradoxalement, parce que c'est vrai que le PSG fait beaucoup parler en France. Mais aujourd'hui, on va parler de l'OM et on va se plonger un peu dans un contexte un peu historique. Et on va essayer de voir un peu quelles sont les plus grandes rivalités de l'OM sur la scène nationale. Quels sont les clubs qui ont le plus d'historique finalement en termes de rivalité, en termes de haine, que ce soit entre les supporters, que ce soit entre les joueurs, que ce soit entre les présidents. Donc, vous allez voir que souvent, c'est les présidents qui sont les acteurs principaux des rivalités. Donc voilà, on va voir un peu quelles sont les plus grandes rivalités de notre club de cœur. Et on va commencer tout de suite par la première. Alors, la première rivalité de l'Olympique de Marseille sur la scène nationale, c'est pas la plus grosse rivalité, mais c'est une rivalité qui est pas mal, qui se tient. C'est celle qui oppose l'OM à la S Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, donc on risque plus d'avoir OM Saint-Etienne avant un bon bout de temps, à part si peut-être on les croise en coupe, c'est possible. Mais voilà, il faut savoir que avant que Saint-Etienne ne coule, avant que Saint-Etienne devienne le club que l'on connaît tous aujourd'hui, voilà, qui galère un peu, eh bien Saint-Etienne était vraiment un top club français. Voilà, dans les années 70, je pense que vous le savez tous, cette histoire des poteaux carrés face au Bayern en finale de Ligue des Champions, avec Robert Herbin, avec Jean-Michel Larquet, avec Salif Keita, avec tous ces joueurs-là, vraiment, donc Robert Herbin qui était l'entraîneur, donc qui dirigeait l'Arquet, qui dirigeait à cette époque-là aussi Salif Keita par exemple, c'était vraiment les principaux joueurs de l'AS Saint-Etienne. Salif Keita qui d'ailleurs est venu après à l'OM, ce qui a renforcé cette rivalité entre les deux clubs. Hein. C'était rare avant qu'un joueur change de club comme ça, surtout dans deux clubs du même pays. Hein. Dans les années 70, ça se voyait quasiment jamais. Et Salif Keita qui est un légendaire attaquant, vraiment l'attaquant malien, légendaire attaquant de la Saint-Etienne, qui a décidé de changer. Et donc à cette époque-là, dans les années 70, il faut savoir que c'est Saint-Etienne qui est vraiment au top sur la scène nationale. Hein. Ils vont en finale de Ligue des Champions, c'est eux qui gagnent les championnats. Ils n'ont pas vraiment de rivalité sur la scène nationale. Et le président de l'OM à cette époque-là, qui s'appelle Marcel Leclerc, décide d'instaurer cette rivalité, décide de lancer une sorte de projet pour concurrencer l'AS Saint-Etienne, pour faire valoir l'Olympique de Marseille. Il avait raison. Et il va donc se lancer dans une guerre d'ego avec le président stéphanois Roger Rocher. Non seulement il va essayer de le concurrencer sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan des transferts. Il faut savoir que Salif Keita, dont je parlais tout à l'heure, s'est embrouillé avec Roger Rocher, qui était le président de la Saint-Etienne à ce moment-là. Et donc Marcel Leclerc en a profité pour aller shipper le joueur malien. Donc on voit que dès les années 70, il y avait cette notion de rivalité déjà entre les présidents, il y avait cette notion de marketing, de rivalité médiatique. De rivalité sportive aussi, mais surtout de rivalité médiatique. C'était vraiment l'occasion de faire parler de soi dans les médias, de montrer que l'OM pouvait concurrencer l'AS Saint-Etienne. C'était le président de l'OM qui avait instauré tout ça. Et donc on voit que avant les réseaux sociaux, avant la démocratisation des journaux, eh ben, il y avait quand même aussi cette volonté de faire de la communication. Donc voilà, cette rivalité entre l'OM et Saint-Etienne, c'est l'une des premières rivalités médiatiques et de communication, de marketing en France. Donc voilà, donc un des plus gros rivaux de l'OM, c'est Saint-Etienne, surtout que c'est une des équipes contre lesquelles on a le plus joué avec Bordeaux. Transition faite, Bordeaux, là aussi Bordeaux descend en Ligue 2, enfin pas qu'en Ligue 2 d'ailleurs, en National 1 pour l'instant, ils ont encore une audition la semaine prochaine pour confirmer ça, mais apparemment l'avenir s'annonce très 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 sinueux à Bordeaux, et courage à tous les supporters bordelais, j'en connais pas mal, et franchement, force à vous, je sais que c'est pas facile dans ces moments-là, mais Bordeaux là aussi c'est comme pour Saint-Etienne, avant d'être le club médiocre entre guillemets que l'on connaît aujourd'hui, eh ben, Bordeaux c'était un grand club français hein, à l'époque, mais bien avant les Dugarry, bien avant les Zidane, bien avant les Gourcuff et les Kavenaghi, il y avait aussi le Bordeaux de la fin des années 80 qui empilait Ligue 1 sur Ligue 1, ça s'appelait la D1 à l'époque. Et Bordeaux avait empilé 3 D1 en 4 ans, entre 86 et 89. Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment la prospérité pour Bordeaux. Claude Bèze, qui était le président de Bordeaux, président mythique hein, de Ligue 1, Claude Bèze, vraiment un super président avant les Louis Nicolin, avant les Jean-Michel Aulas, bah, il y avait Claude Bèze. Il y avait Claude Bèze, c'était vraiment un super président. Et donc, Bordeaux marchait sur la Ligue 1 à la fin des années 80. Et là, débarque un jeune entrepreneur, un jeune président qui rachète l'OM, donc Bernard Tapie, qui décide là aussi de faire du show, qui décide là aussi de faire du marketing et de concurrencer Bordeaux. Et donc au début des années 90, Marseille va éclipser complètement Bordeaux en empilant à leur place les D1. Donc voilà, c'était Bordeaux qui dominait jusqu'à la fin des années 80. Bernard Tapie arrive et il arrive à faire en sorte
que l'OM puisse concurrencer le grand club français qui était là à cette époque-là. Donc voilà, on se rend compte quand même de la grandeur de l'OM. À chaque fois, il y a des clubs qui sont en place, donc Saint-Etienne dans les années 70, Bordeaux dans la fin des années 80, et à chaque fois, grâce à un jeune président, grâce à des ambitions, ben, l'OM arrive à concurrencer ces clubs-là qui sont en place et arrive à jouer les dissidents. Et finalement, donc on voit qu'il y a vraiment une grosse rivalité. Et puis surtout, entre 77 et 2022, l'OM n'avait jamais gagné à Bordeaux, donc pendant 35 ans, ce qui est énorme. Ça, je crois que ça s'est jamais vu en Europe pour des clubs qui s'affrontent aussi souvent. Je crois que c'est un des matchs les plus joués en Ligue 1. Bon, maintenant on risque plus de le revoir. Mais voilà, c'est vrai que la rivalité face à Bordeaux est vraiment très forte. Avant que Bordeaux ne devienne ce qu'il est, il faut savoir que quand même OM Bordeaux, c'était quand même quelque chose. Pourtant, géographiquement, ou même culturellement, sociologiquement, on n'a rien contre les Bordelais à Marseille. Enfin, je veux dire, normalement, on ne devrait rien avoir contre les Bordelais. Il n'y a rien qui nous différencie. Par rapport aux rivaux dont je vais parler tout à l'heure, Bordeaux, on n'a aucune animosité envers eux sur le plan culturel. Et pourtant, il y a quand même une rivalité parce que le foot arrive à aller au-delà de ça. Prochaine rivalité, je pense que là, supporter marseillais du 21e siècle, supporter marseillais de l'époque, supporter marseillais dans ce moment, c'est la rivalité qui vous passionne le plus, c'est OM Lyon. Forcément, moi je dis Lyon, hein, je dis pas Olympique Lyonnais, il faut arrêter les conneries. OM Lyon, alors pour moi c'est vraiment la rivalité que je préfère parce que c'est la rivalité du temps, c'est la rivalité de l'époque, c'est la rivalité qu'on vit. Faut savoir que donc forcément dès que en 2011 le PSG a été racheté par QSI, on a tout de suite su que l'OM ne pouvait plus s'aligner sur cette rivalité-là et qu'il fallait aller trouver un autre rival parce que Paris a été racheté, donc Paris ne jouait plus dans la même cour que nous. Saint-Etienne et Bordeaux commençait à s'affaiblir. C'était pas encore le cataclysme comme aujourd'hui, mais commençait quand même à s'affaiblir. L'OM n'était pas monstrueux non plus, mais il fallait se trouver un nouveau rival. Et forcément, le nouveau rival qu'on s'est trouvé, c'est l'Olympique Lyonnais. Ils ont le même nom que nous. Ils ont décidé de s'appeler Olympique comme Marseille. Mais bon, il faut savoir que cette rivalité-là, elle a été montée de toutes pièces aussi, comme la rivalité avec le PSG dont on va parler tout à l'heure. Elle a été montée de toutes pièces. D'ailleurs, comme toutes les rivalités sont montées de toutes pièces en général. C'est des opérations de communication. Et donc cette rivalité-là, elle a été montée de toutes pièces. C'est juste que quand le PSG a été racheté, et vu que Saint-Etienne et Bordeaux commencent à s'affaiblir, on a décidé de trouver un nouveau rival. Et vu que dans la région, il n'y avait pas de club rivaux, Monaco, c'est pas le genre de club que tu vas prendre pour rival parce qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance à Monaco, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te pousse à aller chambrer Monaco. Genre Monaco, c'est un peu le club dont on s'en fout, dont on se fiche, ils sont même pas en France d'ailleurs, c'est une principauté. Et Nice n'est pas assez fort. Donc on va aller chercher Lyon. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune rivalité à la base. Bernard Tapie a même aidé Jean-Michel Aulas avec Lyon à ses tout débuts. Donc voilà, faut pas oublier aussi d'où vient Lyon. Lyon a été aidé par l'OM à la base. Je ne dis pas que Lyon doit tout à l'OM, attention, mais Lyon doit quand même quelque chose à l'OM. Pas tout, parce que là ça fait un boulot merveilleux, mais doit quand même pas mal. Et cette rivalité, elle a été montée de toutes pièces. Et puis il y a des événements aussi qui ont fait en sorte que Valbuena, par exemple, ça a été un événement, ça a été un des tournants. Le fait que Valbuena signe à Lyon, ça a été un des tournants de cette rivalité. On se rappelle tous de Valbuena pendu au Vélodrome. C'est une image très forte. On se rappelle tous du match interrompu. C'était le même match d'ailleurs, du match interrompu où Valbuena se fait soulever par toute l'équipe de l'OM. Match interrompu où Gonalon dit il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Donc ça n'a fait que renforcer les rivalités. Il y a aussi eu ce 3-2 entre l'OL et l'OM en 2018 où c'est parti en couille un peu dans les vestiaires, excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Donc voilà, il y a cette rivalité qui a été entretenue entre les deux Olympiques. On a même appelé ce match l'Olympico. Aussi, il faut savoir qu'entre peut-être 2014, 2018, 2019, 2020, ça se disputait souvent la deuxième place, la troisième place. Il y avait des matchs très chauds. Les matchs au Vélodrome, c'est toujours des matchs extrêmement chauds. Donc voilà, et à chaque fois qu'un joueur passe de Lyon à Marseille ou de Marseille à Lyon, ça le détruit. Et je trouve ça normal. Après, il ne faut pas aller jusqu'au harcèlement, mais je trouve ça normal. Tu ne passes pas d'un club rival à un autre, surtout pas de Marseille à Lyon. Donc voilà, cette rivalité a été montée toute pièce. Et puis surtout, ça a été Aulas face au président de l'OM. À chaque fois, Aulas a dû faire face à La Brune, Aulas a dû faire face à Hérault. Bon, je pense qu'avec Hérault, il n'avait pas beaucoup à faire. Aulas a aussi dû faire face à Longoria. En ce moment, il fait face à Longoria. Aulas a fait face à Pape Diouf. Donc voilà, il y a toujours eu aussi ce storytelling autour de l'affrontement entre les présidents. Les médias adorent ces affrontements un contre un. Ils adorent en parler. Ça fait une belle histoire à raconter. Donc voilà, c'est une rivalité que j'affectionne beaucoup parce que c'est la rivalité de l'époque. OM-PSG, qu'est-ce que j'ai contre cette rivalité? Moi, je trouve que cette rivalité n'est pas ouf. Entre l'OM et le PSG, je vois pas pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, hormis le fait que ce soit les deux plus grosses villes de France, peut-être, hormis le fait que, je sais même pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a décidé de... Hormis le fait que ce soit deux
gros pôle de football en France, je vois pas pourquoi on a décidé de faire cette rivalité. Après, il faut aussi remonter le temps. Dans les années 90, forcément, Canal+, donc diffuse la Ligue 1, et Canal+, cherche une rivalité. Et Canal+, cherche un storytelling à raconter avec l'affaiblissement, comme c'est fut le cas dans les années 2010. Saint-Etienne et Bordeaux, c'était plus ce que c'était. Bordeaux avait été affaibli par tapis. Saint-Etienne, c'était plus ce que c'était depuis les années 70. Et donc, forcément, on décide de créer une nouvelle rivalité. Lyon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et on décide de créer une nouvelle rivalité OM-PSG. Voilà, on décide de la créer toute pièce et c'est une rivalité d'ailleurs qui va plutôt marcher parce qu'on se rappelle qu'en équipe de France, quand il y avait les joueurs de l'OM et les joueurs du PSG, c'était souvent tendu à l'entraînement. Hein. Voilà, il y a eu des témoignages qu'on dit qu'entre joueurs de l'OM et joueurs du PSG, c'était très tendu à l'entraînement, que les avant-matchs étaient très compliqués. Par exemple, quand le PSG se déplaçait au Vélodrome ou vice-versa, les avant-matchs étaient très compliqués, on faisait tout pour déstabiliser l'adversaire. Donc voilà, on voit clairement que la rivalité, elle a été montée de toutes pièces et ça a marché. Canal+ a décidé de faire sa stratégie de communication. Et là, on rentrait dans une autre ère. C'était plus l'ère des présidents qui décident de lancer une petite campagne pour déstabiliser ou pour faire monter le club. Non, là, c'était vraiment une campagne médiatique d'un grand groupe qui a décidé de créer une rivalité. Donc c'est assez important. Et donc au MPSG, forcément, ça a pris avec le temps. Mais voilà, comme j'ai dit, à part le fait que ce soit les deux plus grandes villes de France et qu'il y ait deux grands pôles, que ce soit deux grands pôles de football pour les jeunes, voilà, en région parisienne, il y a des espoirs de partout. Et à Marseille, il y a des espoirs de partout. Hormis ça, je ne vois pas vraiment le rapport, surtout qu'avec l'arrivée de QSI, ça a un peu détruit tout ça parce que pour moi, Paris, comme je l'ai dit, le PSG n'est plus le PSG d'avant. Le PSG aujourd'hui est devenu une sorte de club mondialiste, mondialisé. Donc il a plus l'identité parisienne. Et Marseille n'a pas vraiment de joueurs formés au club. Donc tu peux pas vraiment exploiter le fait que ce soit deux grands pôles pour les jeunes parce que ces jeunes-là, ils jouent même pas dans le club en question. Donc voilà, c'est pas vraiment intéressant comme rivalité, c'est pas un genre de rivalité que j'affectionne. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous me direz en commentaire si vous aimez la vidéo et vous me direz en commentaire surtout quelle rivalité vous affectionnez le plus. Merci beaucoup, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bonne soirée.